Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Je tiens à remercier l'Académie royale de Belgique et le Fonds Edmond Fagnan, ainsi que la chaire Baillet-Latour Islam contemporain et l'Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines, IACCHOS UC Louvain, du soutien apporté à cette recherche. Je remercie aussi le professeur Felice D'Aceto et la professeure Brigitte Maréchal, directrice du CISMOC, pour leurs commentaires et leur aide à la publication de ce livre. Introduction. Depuis 2 siècles, les sociétés musulmanes confrontent la pensée moderne avec grande difficulté. Les réponses proposées par la majorité des penseurs musulmans face aux défis posés par la modernité, philosophique, politique et économique, ne semblent pas être capables de transformer, d'une manière efficace, ces sociétés. Les nombreuses tentatives de réforme ont échoué à insuffler le désir de modernisation dans le monde arabo-musulman et à profondément remettre en question ses structures de pensée et d'action. La période postcoloniale, depuis les années 1950 à 1960 environ, a démontré une fois de plus que la crise du monde musulman est avant tout interne et concerne des manières de penser et de faire en mal d'adaptation aux changements très rapides amenés par la modernité. Ainsi, durant les dernières 50 années, nous constatons que la confrontation avec la modernité s'est exaspérée chez des penseurs issus des courants dominants de la pensée musulmane, islamiste et néo-traditionniste en particulier. Alors qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, une certaine critique de la pensée musulmane a été entamée, avec par exemple Ahmad Khan 1817 à 1898, Qasim Amin, 1863 à 1908, et Ali Abd al-Razik, 1888 à 1966, les penseurs islamistes et néo-traditionnistes ont plutôt embrassé l'idée de changement politique et sociétaux directs, et l'attachement à une certaine authenticité islamique, et un rejet radical de la modernité philosophique et politique. Cette entreprise idéologique a enfermé la pensée musulmane dans l'évidence que l'islam aujourd'hui n'est pas en crise, mais en attente d'opportunités pour gouverner, guider et sauver. Pour sortir de ce blocage, des idées nouvelles de penseurs d'un autre islam émergent et se présentent sous forme d'islam libéral, islam des Lumières ou islam critique. Il s'agit de penser les croyances, les pratiques et les discours de l'islam autrement, c'est-à-dire à partir de méthodes et de notions non traditionnistes, non islamistes et non officielles. Même si ces idées ont émergé dans un état embryonnaire, au XIXe siècle déjà, avec des penseurs réformistes et modernistes, elles n'ont été systématisées que depuis les années 1990, dans une période que certains appellent post-islamiste, c'est-à-dire où l'islamisme connaît son apogée, mais aussi des difficultés majeures à imposer intellectuellement son projet de société. Autant ces projets d'islam libéral, d'islam des Lumières ou d'islam critique paraissent être proches les uns des autres, autant ils renvoient à des univers de référence divers et pensent autrement l'islam par différentes pistes de réflexion. Ce livre entend explorer les tentatives, propositions, idées de l'autre islam, les contextes et les variables qui expliquent son émergence et ses notions centrales aussi bien que les enjeux qui viennent s'y greffer et les limites à son déploiement. Notre enquête s'intéresse à des courants de la pensée musulmane qui contestent les interprétations religieuses des textes de l'islam adoptés dans l'islam traditionniste et militant, proposant de nouvelles manières de voir les croyances, les normes et les pratiques religieuses de l'islam et revendiquant l'appellation d'un autre islam. Islam des Lumières, islam libéral ou islam critique. Ces penseurs jouent par là leur peau dans le conflit qui oppose l'autre islam au courant traditionniste et activiste dominant de l'islam. Car la plupart des acteurs ou intellectuels dont le discours relève sous certains aspects de l'autre islam ne veulent pas s'appliquer cette étiquette, soit parce qu'ils ne s'identifient pas à la pensée religieuse de l'islam, soit parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les philosophies des Lumières, du libéralisme ou de la critique. Par conséquent, seuls sont étudiés ici les penseurs qui prennent le risque important de se réclamer d'un islam qui rivalise avec l'islam des traditionnistes et activistes, et espèrent le voir triompher dans la vie des croyants musulmans. 1. Le problème de l'autre islam, contexte d'émergence et variables explicatives. Les violences islamistes en Égypte 1990 à 1997 et en Algérie 1991 à 2002, dans les années 1990 et les attentats du 11 septembre 2001 ont fait émerger des discours qui tentent d'imaginer un autre islam,
différent de l'islam politique porté par des mouvements islamistes en particulier, de l'islam officiel promu par les États du monde musulman, et de l'islam traditionniste maintenu par des institutions religieuses, des réseaux d'oulémas dans des milieux ruraux ou semi-urbains et par les confréries soufis. Ce contexte d'émergence de l'islam pensé autrement et qui met l'emphase sur le sujet autonome et rationnel, la liberté et la modernité s'explique par 4 facteurs déterminants. 1. Vouloir échapper à l'emprise de l'islam officiel et traditionniste. 2. Contrer l'islam politique qui a mené au désastre de la violence islamiste. 3. Octroyer une légitimité religieuse à des idées d'intellectuels musulmans modernistes. Et 4. Dépasser les blocages du réformisme musulman conçu comme trop réconciliant vis-à-vis de l'islamisme. Nous procédons dans ce qui suit au développement de chacune des 4 variables principales, sans en exclure d'autres à l'œuvre dans les dernières 30 années. Le réformisme musulman. Le réformisme musulman est un courant de penseurs et de théologiens musulmans sunnites et chiites, qui ont depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, appelé, de l'Inde au Maroc, à l'Islam, un processus de redressement des conditions de la civilisation islamique tant au niveau religieux que politique, en empruntant à la modernité son aspect technique et scientifique, qu'ils ont combiné avec un appel au retour aux fondements de l'islam dans sa foi, sa loi et son éthique préalablement à la décadence. 2 réformistes ont particulièrement impacté le mouvement, Jamal al-Din al-Afghani, 1839 à 1897, et Muhammad Abdou, 1849 à 1905. 1. Même si la première raison de l'émergence de l'autre islam a été la volonté de contrer l'islam politique, l'autre islam a cherché aussi à se libérer de l'emprise de l'islam traditionniste et officiel sur la religiosité et les discours religieux qui circulent parmi les musulmans. D'ailleurs, l'islam politique ne fait que capitaliser sur ces discours traditionnistes. On peut rappeler à cet égard le rôle d'Al-Azhar, entre autres, dans la condamnation du modernisme en Égypte. L'autre islam a cherché à refonder les prémices de la pensée religieuse, l'épistémologie et l'herméneutique qui fondent la pensée religieuse officielle et traditionniste, en empruntant à l'Occident ou en réactivant d'autres outils de réflexion théologique et philosophique islamique, mais abandonnés depuis des siècles. Cet autre islam a cherché inspiration tantôt auprès des voies religieuses marginalisées dans l'histoire de l'islam, tantôt auprès de l'Occident. Parce que l'islam officiel et l'islam traditionniste défendent volontiers des rapports étroits de complicité entre autorités religieuses et pouvoirs politiques dans le monde musulman, l'autre islam a adopté le sécularisme comme voie de sortie du cercle. 2. Venons-en maintenant à la variable principale de l'émergence de l'autre islam, contrecarrer l'islam politique. Les intellectuels musulmans modernistes ont été parmi les premières victimes de l'islamisme dans le monde musulman, et cela n'a fait que renforcer l'idée d'une critique radicale du projet islamiste parmi ces intellectuels. Les attentats des années 1990 et le 11 septembre 2001 ont remis les intellectuels musulmans devant la responsabilité de produire et de repenser l'islam. Ces attentats ont créé une rupture dans l'imaginaire des intellectuels musulmans jusqu'alors hésitants, même si le modernisme a vécu plus d'un siècle dans le monde musulman. On peut bien évidemment se demander si imaginer un autre islam n'est pas un moyen de se dédouaner de la responsabilité morale qui s'impose à tout intellectuel musulman, de confronter les croyances de l'islam officiel, politique et traditionniste. On peut même aller jusqu'à se poser la question de savoir si l'autre islam n'est qu'un instrument de justification et une défense contre les critiques vis-à-vis de l'islam après le 11 septembre, en inventant un autre islam qui serait le vrai ou le bon islam. Est-ce un hareng rouge qui détourne l'attention du véritable problème en changeant le lieu de pensée ? 3. La troisième raison de l'émergence de l'autre islam est la question de l'autorité religieuse. Les intellectuels musulmans modernistes ont souffert d'un déficit de légitimité depuis le XIXe siècle face aux autorités religieuses traditionnelles, théologiens juristes et imams en particulier. Malgré les centaines d'œuvres de pensée musulmane modernistes, rationalistes et critiques, on ne pouvait octroyer une légitimité religieuse à des idées d'intellectuels musulmans modernistes sans un label qui prétend rivaliser avec l'islam existant. D'où l'idée d'un autre islam qui, au fond, allait récupérer les idées rationalistes, sécularistes, éthiques et spiritualistes de la pensée musulmane moderniste en circulation depuis plus d'un siècle.
Évidemment, il ne s'agit pas uniquement d'un label, mais aussi d'une cohérence qu'il faudrait construire de toutes pièces. 4. Pendant longtemps, les penseurs modernistes ont envisagé la question des blocages de l'islam face à la modernité par le biais de la réforme. Le pari sur les idées de M. Abdou et autres réformistes est resté d'actualité jusqu'aux années 1990. Néanmoins, l'accommodement de l'islamisme par les réformistes et la critique du réformisme publiée par des penseurs comme le franco-algérien M. Harkoun 1928 à 2010, le marocain M. Al-Jabiri 1935 à 2010 et égyptien N. Abou Zaïd 1943 à 2010, ont contribué à rompre les liens entre la majorité des penseurs musulmans modernistes et le réformisme, même si certains penseurs modernistes continuent à se réapproprier des idées réformistes comme l'ijtihad ou les finalités de la loi islamique, Maqasid al-Sharia. Ainsi, un autre islam devrait aussi dépasser les difficultés rencontrées par le réformisme trop réconciliateur avec le traditionnalisme. Notons que l'autre islam n'est pas ce que Zeynou Baran appelle les autres musulmans, ou ce que les médias occidentaux nomment musulmans modérés. Ces catégories sont trop imprécises pour permettre une analyse de fond des discours et des enjeux de la pensée musulmane contemporaine en Occident, aussi bien que dans le monde musulman. On ne peut pas mettre des discours sécularistes et assimilationnistes comme ceux de l'universitaire séculariste et libéral syrien établi en Allemagne Bassam Tibi avec les promoteurs de l'autre islam, qui eux, prennent le risque de se positionner de l'intérieur de la pensée religieuse de l'islam, même s'ils peuvent aussi bien être sécularistes ou autres. C'est une question d'être un autre musulman, c'en est une autre d'embrasser un autre islam. Il n'est pas suffisant non plus de s'opposer à l'islamisme, d'adhérer à la démocratie, pour prétendre à un autre islam. Encadré chronologique de l'histoire de l'autre islam. L'histoire de l'autre islam a donc commencé avec les précurseurs comme une série de remises en question d'évidences musulmanes, allant de la tradition prophétique Ahmad Khan à la condition de la femme, Qasim Amin, et à la politique en islam, Ali Abd al-Razi. Ces auteurs étaient issus du réformisme, même s'ils ont évolué vers une pensée moderniste qui a rompu avec le réformisme en Inde et en Égypte. Pourtant, nous ne pouvons pas encore parler d'un autre islam, sachant que ces précurseurs n'ont pas été systématiques et ont été de toute façon vite marginalisés par les milieux où ils ont évolué. Ces penseurs ont surtout montré qu'il était possible de s'approprier l'islam, tout en transgressant les lignes rouges établies par l'orthodoxie musulmane. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des intellectuels musulmans, motivés par les crises profondes des sociétés et des mentalités arabo-musulmanes et encouragés par des philosophies occidentales critiques comme le marxisme ou la philosophie des sciences, ont procédé à repenser l'islam dans une série de projets intellectuels plus ou moins systématiques et proposant des réponses à des questions diverses, de politique, de société et de droit ou d'éthique musulmane. Ces instigateurs ont surtout mené un vaste travail critique de l'héritage musulman, et des courants islamiques politiques et traditionnistes de leur temps, sans pour autant revendiquer un autre islam. C'est la troisième génération, celle des annonciateurs, des intellectuels musulmans établis en Occident en majorité, qui a joué sa peau en revendiquant un autre islam avec des perspectives sur la pratique, la pensée et la civilisation de l'islam, et qui reprend les idées des précurseurs et des penseurs, mais en adoptant un label cohérent et officiel d'un islam différent et opposé à l'islam existant et dominant. De les valeurs de l'autre islam, raison, liberté et critique. Les trois pistes de l'autre islam les plus prisées par les intellectuels musulmans depuis une vingtaine d'années sont l'islam des Lumières, l'islam libéral et l'islam critique. Pourquoi ces intellectuels mettent-ils l'accent sur ces notions pour évoquer un autre islam ? Une première explication est à trouver dans les résidus du choc de l'islam et de la modernité au XIXe siècle, autour de ces notions. Ces valeurs ont été radicalement nouvelles pour les sociétés musulmanes et risquaient de transformer les croyances, les structures et les cultures sociales en place si elles avaient été adoptées. Les sociétés musulmanes ont choisi finalement de les mettre en veilleuse et de maintenir la tradition, l'autoritarisme et les évidences comme épistémologie et source morale d'être et de croire. On peut mobiliser ici la notion de peur-modernité, de Fatima Mernissi pour expliquer le refoulement désir vis-à-vis de ces valeurs. Les sociétés musulmanes ont rencontré ces valeurs incarnées par l'ennemi historique,
l'Occident qui est devenu une puissance technique, militaire et civilisationnelle. Les adopter s'apparentait à annoncer la mort de l'islam, et la majorité des penseurs musulmans ont choisi le refoulement de la modernité à la déclaration officielle de la défaite civilisationnelle devant l'Occident. En outre, ces notions ont été doublement victimes dans la pensée musulmane. D'une part, elles ont été marginalisées dans l'islam classique par le traditionnalisme triomphant depuis le XIe siècle dans ce qui est appelé par G. Makdisi, la résurgence de l'islam traditionnaliste. La disparition de la créativité philosophique, scientifique et littéraire au profit d'une théologie dogmatique figée, d'un droit cadré par la scolastique et d'une spiritualité cadenassée par des confréries populaires et traditionnalistes a rétréci davantage la marge de la raison et de la liberté dans les sociétés arabo-musulmanes de la fin de l'ère abbasside. D'autre part, ces notions ont été mal comprises ou volontairement sacrifiées par la majorité des penseurs musulmans au XIXe siècle, et sont devenus des impensés ou des inconscients désirés dans la pensée musulmane contemporaine. En particulier, la raison, la liberté et la critique ont acquis une survalue non seulement parce qu'elles ont été refoulées au XIXe siècle, mais aussi parce que des générations successives d'arabo-musulmans ont aspiré à ces valeurs sans bénéficier d'états et de conditions intellectuelles et sociales qui leur donnent de l'importance. Les réformes adoptées sous le nom de Tanzimat entre 1839 et 1876 dans l'Empire ottoman, et des réformes similaires entamées en Égypte et en Iran, ne ciblaient pas une modernisation à large échelle des sociétés concernées, mais voulaient redonner élan aux dynasties régnantes et à leur pouvoir. Une modernisation technocratique qui devait produire des effets immédiats sur l'efficacité des armées et du commerce de ces régimes. Les domaines des idées religieuses et des sociétés profondes sont restés relativement à l'écart des projets de modernisation. Le rationalisme arabo-musulman, malgré des débuts encourageants notamment à travers les œuvres des avéroïstes arabes modernes comme Farah Antoun, 1874 à 1922, Salama Musa, 1887 à 1958, Al-Jabiri, a été submergé d'abord par les thèses néo-traditionnalistes du réformisme ou par la montée spectaculaire de l'islamisme et le renforcement de l'islam comme idéologie des États dans le monde musulman. Quant à la liberté, elle a bénéficié du soutien du libéralisme arabo-musulman, qui a vécu une période très courte, et ce durant le colonialisme britannique surtout, mais le panarabisme et l'autoritarisme en Iran, en Turquie et en Asie du Sud ont rapidement balayé les idées libérales. Enfin, la critique a été rendue quasiment impensable par la série de censures et de contrôles effectués tantôt par les autorités religieuses, tantôt par les pouvoirs politiques ou les mouvements islamistes violents. Liste d'œuvres interdites de circulation entre autres par Al-Azhar, assassinat de Faraj Fouda en 1992, attentat sur Najib Mahfouz en 1994, etc. Nous prenons l'exemple de la raison pour illustrer les débats qui rendent légitime le recours à un islam des Lumières. Le penseur marocain Al-Jabiri a cherché à réactiver le rendez-vous raté avec le rationalisme au XIXe siècle, en effectuant une archéologie de la raison arabe, et en mettant l'emphase sur l'avéroïsme ainsi que sur le rationalisme philosophique moderne. Sa théorie de la raison est kantienne, et consiste à penser sur l'intellect et par l'intellect. Cette théorie a été contestée par les traditionnistes et les réformistes, et même certains penseurs sécularistes arabes. On a surtout reproché au rationalisme d'Al-Jabiri de soutenir la démonstration au détriment de la rhétorique et de la gnose, qui restent les outils de pensée les plus marquants de la culture arabo-musulmane, et d'avoir mené à l'adoption d'une vision ethnocentrique de la raison où la Grèce antique et Europe moderne sont prises pour des modèles contre les héritages arabes et iraniens, essentiellement fragmentés, analogiques et mystiques. Bref, le rationalisme a fini par condamner la raison arabo-musulmane, ce qui lui a valu un procès d'intention. Ceci pour dire que les sociétés arabo-musulmanes, représentées ici par les intellectuels musulmans, ont différé la rencontre avec la raison, qui est toujours évolutive bien entendu, et que par conséquent le désir de la raison s'est accru. En parallèle, la tradition musulmane a retrouvé sa vigueur au-delà de la montée de l'islamisme. Les textes et les pratiques de l'islam ont regagné un souffle nouveau. Les différentes formes de piété musulmane,
allant du voile islamique aux doctrines jadis associées au déclin intellectuel et au traditionnalisme intolérant comme l'acharisme, le sectarisme sunnite-chiite, le hanbalisme et le malékisme et les mouvements d'imitation, taqlides des écoles de jurisprudence, de confréries soufis, d'enseignements religieux, ont reconquis les sociétés arabo-musulmanes. En Irak par exemple, auparavant l'un des pays les plus sécularisés, les jeunes reprennent plaisir à imiter des clercs chiites, alors qu'il y a un demi-siècle la jeunesse irakienne préférait militer au sein du Parti communiste. L'islam traditionniste, officiel et politique s'accorde pour prolonger la vie de la tradition musulmane, même si elle est réinventée et accent aigu approprié, aux dépens du rationalisme, mobilisant cette tradition pour contrer la modernité. 3. Quelques enjeux de l'autre islam. Au-delà de ces enjeux relatifs à l'émergence d'une pensée musulmane moderniste, l'autre islam met en lumière des enjeux sociétaux, éthiques et politiques de premier plan. Nous ne pouvons expliciter dans cette introduction tous les enjeux qui nous paraissent essentiels dans l'émergence de l'autre islam, mais nous nous contentons de revenir brièvement sur 3 enjeux qui sont, selon nous, plus urgents que d'autres. 1. Le premier est l'enjeu de la transformation sociétale de l'islam en Europe, probablement le plus urgent des enjeux dans notre contexte immédiat. Aussi bien dans le monde majoritairement musulman que dans plusieurs sociétés européennes, les nouvelles générations de jeunes musulmans ne se retrouvent plus dans les discours de l'islam traditionniste et politique, et aspirent à voir émerger un islam qui représentera les changements sociétaux dont ils sont les acteurs au quotidien, en particulier sur les questions de l'identité, de l'autorité et de la justice. Ces jeunes, en majorité, se sont libérés ou envisagent de se libérer des legs du traditionnalisme et de l'islamisme qui continue à dominer le champ de l'autorité religieuse et les normes, aussi bien que les discours musulmans. L'islam traditionniste et politique pose de nombreux obstacles devant l'intégration des populations musulmanes dans les sociétés européennes, et de ce fait, seul un autre islam serait capable de faciliter l'intégration des musulmans en Europe, y compris sur le terrain du genre, où des perceptions et pratiques favorisées par l'islam traditionniste et politique relèguent la femme à des rôles inférieurs dans la société. 2. Un deuxième enjeu est celui du passage de la loi musulmane à l'éthique musulmane, car l'interprétation littéraliste des normes du Coran et de la Sunna a mené à des pratiques comme le respect de la norme du voile islamique, du halal, etc. Cet ethos traditionniste ou néo-traditionniste a été réactivé notamment par les mouvements de piété politique ou apolitique au XXe siècle, renforçant ainsi l'orthopraxie musulmane, l'autorité du juriste sunnite et chiite, et une vision instituée de la charia. Par conséquent, l'éthos musulman est redevenu trop marqué par les normes du droit musulman, que ce soit en termes de questions financières, familiales, privées ou publiques. Une transition du droit islamique à l'éthique musulmane est une solution privilégiée par l'islam éclairé, investissant un effort considérable pour réinterpréter la charia comme un ensemble de valeurs éthiques qui nécessitent l'adaptation à la modernité, contrant ainsi les revendications de l'islamisme à cet égard. Il n'est pas facile de réussir ce passage. La question du voile en Belgique et en France montre combien des milieux musulmans divers refusent l'éthicisation des normes vestimentaires musulmanes, et se tiennent à la lettre de la pudeur. 3. Il y a un troisième enjeu, politique, aussi important, qui se profile derrière l'émergence de l'autre islam en Occident en particulier. Plusieurs pays européens se sont engagés dans des luttes contre l'islamisme radical et dans l'autonomisation de l'islam local vis-à-vis des réseaux transnationaux de l'islam. Or, l'islam traditionniste et politique résiste à cette autonomisation, ce qui a légitimé l'apparition d'intellectuels musulmans portant le projet de mosquées ou de lieux de pensée religieuse qui rompent avec les financements, les intérêts géopolitiques et les idéologies islamiques transnationales. Pourtant, certains pays européens ont longtemps hésité entre autonomisation et complicité avec l'islam des réseaux transnationaux et des ambassades. Ce n'est que depuis quelques années que la France et la Belgique semblent déterminées, en tout cas au niveau de la rhétorique officielle, à encourager l'émergence de l'autre islam, tout en réduisant les capacités de l'islam des ambassades et de l'islamisme transnational à influencer les affaires de l'islam local. Dans le champ religieux, et depuis la crise moderniste en Europe, les débats publics et la littérature académique semblent se focaliser sur les notions de raison,
de liberté et de critique, qui occupent dorénavant une place centrale et visible dans tout travail sur la pensée religieuse. Les transformations de la pensée et des sociétés modernes, en Europe pluraliste et sécularisée, ont profondément changé les modes de réfléchir et de croire, redéfinissant, individualisant et refaçonnant de mille manières ces notions. Un horizon d'attente s'est établi alors à l'égard de la pensée musulmane en Europe. Car la présence musulmane en Europe a été accompagnée plutôt par une pensée traditionniste, en somme, et qui ne reflète pas les mutations sociétales en cours. Ces attentes ont mis en avant la nécessité de l'émergence d'un autre islam à facettes rationnelles, libérales et critiques. Ces trois enjeux devraient suffire pour... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.